Bonjour, mon nom est Marie-Noëlle Tivierge et cette présentation va porter sur la culture des plantes fourragères en mélange pour favoriser leur résilience et atténuer les changements climatiques. C'est une présentation que j'ai préparée avec mon collègue Gilles Bélanger, chercheur honoraire chez Agriculture et Agroalimentaire Canada. Les prairies et les pâturages fournissent un aliment de qualité aux ruminants. Ils bénéficient à l'écosystème et en fait à toute la société en fournissant ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est-à-dire qu'ils vont contribuer à protéger la qualité de l'eau, la santé des sols. Donc, il y a plein de services là, qui sont fournis par les plantes fourragères pérennes. Ces plantes-là, lorsqu'on les cultive dans nos rotations de culture, vont aussi apporter de nombreux bénéfices pour les cultures annuelles qui vont les suivre. Donc, si on cultive pendant 4 ou 5 années, par exemple, des prairies ou des pâturages, puis qu'ensuite on revient avec du maïs, du soya ou des céréales, bien, en fait, l'amélioration de la santé des sols par les prairies va bénéficier aux cultures annuelles. Puis, en moyenne, quand on regarde des études qui ont été faites sur le long terme, là, on dénote des rendements de 10 à 12 plus élevés pour les cultures annuelles qui suivent les prairies ou pâturages. Puis, on dénote aussi que leur rendement est plus stable en dépit des perturbations rencontrées. Ça veut dire que s'il y a des sécheresses, bien, le rendement des cultures annuelles qui suivent les prairies va moins diminuer comparé à des champs qui ont des précédents de cultures annuelles. Donc, c'est des bénéfices très importants. La plupart des bénéfices qui sont attribués aux prairies et aux pâturages sont associés avec leur système racinaire. Euh, les plantes pérennes ont des systèmes racinaires très imposants. Ici, j'ai fait la moyenne de plein d'études qui ont été faites sur les systèmes racinaires de plantes pérennes, des études du Québec surtout, puis un peu de l'Ontario, puis des Maritimes. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que la moyenne de biomasse racinaire pour les graminées pérennes, c'est autour de 15 tonnes de matière sèche à l'hectare. Pour les légumineuses pérennes comme la luzerne, c'est autour de 8 tonnes de matière sèche à l'hectare, alors que les cultures annuelles comme le maïs et les céréales ont en moyenne 3 tonnes de matière sèche à l'hectare en racines. Donc, on peut voir que la différence, là, elle est très marquée. Si on regarde aussi la longueur de racines dans un hectare, ça donne une différence qui est encore plus grande parce que les plantes pérennes, non seulement elles ont plus de biomasse en racines, mais elles ont en général des racines plus fines aussi, ce qui fait en sorte qu'on va avoir des grandes longueurs racinaires. Pour les graminées pérennes, ça va être environ 240 000 km de racines à l'hectare dans les 30 premiers centimètres. Alors que si on compare au maïs, c'est plutôt 80 000 km à l'hectare. Ça, ben, c'est un bon indicateur de la capacité des plantes à retenir le sol, à maintenir une bonne structure, puis aussi à utiliser les éléments fertilisants là, qui sont dans le sol. Environ 40 des racines des plantes pérennes sont renouvelées chaque année. Les plantes pérennes, comme elles visent à se maintenir en vie pendant plusieurs années, elles doivent entretenir leur système racinaire. C'est-à-dire qu'à chaque année, les racines qui sont plus utiles ou qui sont pas en bonne santé, la plante va les délaisser. Donc, elles vont se décomposer, elles vont retourner du carbone au sol, puis la plante va générer les nouvelles racines pour les remplacer. Donc ça contribue au grand apport en carbone des plantes pérennes. La majorité de la production fourragère au Québec se fait à partir de mélanges d'espèces pérennes. Euh, les mélanges peuvent être des mélanges que moi je vais appeler dans la présentation des mélanges binaires, donc à deux espèces, par exemple la luzerne avec la fléole des prés ou la luzerne avec la fétuque. Puis il peut y avoir des mélanges que je vais appeler multi-espèces qui comprennent trois espèces ou plus. Parfois, on va les distinguer en disant les mélanges simples, c'est ceux avec peu d'espèces, puis les mélanges complexes, ils ont plus d'espèces, mais euh, c'est difficile de tracer la ligne entre les deux. Donc, dans la présentation, je vais utiliser le vocabulaire mélange binaire et mélange multi-espèces. Les mélanges d'espèces permettent de rehausser plusieurs des bénéfices liés aux prairies ou au pâturage. Puis l'étendue de ces bénéfices-là, ça va varier selon le nombre d'espèces en mélange, mais aussi selon le choix des espèces. Donc, chaque espèce apporte aussi certains bénéfices et selon les interactions qu'on retrouve entre les espèces choisies. Donc, dans cette présentation, je vais d'abord
vous parler de la productivité des mélanges d'espèces, puis des mécanismes qui expliquent pourquoi, comme on va le voir, là, on a souvent une augmentation de la productivité quand on mélange des plantes. Ensuite, on va parler de l'atténuation des changements climatiques. On va aborder le concept de résilience des peuplements fourragers face au changement climatique. Ensuite, on va discuter quelques aspects plus techniques liés au mélange d'espèces. Puis finalement, avant de conclure, je vais vous parler de l'importance de faire des essais à la ferme là, quand on veut utiliser des mélanges d'espèces pérennes. Donc, je commence par parler de la productivité des mélanges. Ici, j'ai fait un petit schéma juste pour vous illustrer un peu le phénomène. Mais si on prend 4 espèces que j'ai simplement appelées 1, 2, 3 et 4, qui, quand elles sont cultivées en peuplement pur, ont des rendements différents. Donc, on peut voir ici dans l'exemple, la bande bleue représente le rendement là, de chacune des espèces. Puis on voit que l'espèce 3 est plus productive que l'espèce 4, par exemple, en peuplement pur. Maintenant, si je fais un mélange avec ces 4 espèces-là, puis que je les mets à 25% chaque espèce, donc représentées également, normalement, je m'attendrais d'avoir un rendement qui équivaut à la moyenne du rendement des 4 espèces, puisqu'elles sont également représentées. Mais dans la grande majorité des études, on se rend compte que le rendement du mélange est plus élevé que le rendement moyen des espèces utilisées dans le mélange. Puis même, dans plusieurs études, on observe que le rendement du mélange dépasse le rendement de l'espèce la plus productive du mélange. Donc, dans cet exemple-ci, si le rendement du mélange est élevé, on pourrait se dire, c'est parce qu'il y a l'espèce 3 probablement qui est plus compétitive et elle a pris plus de place. Mais en fait, on voit que le rendement du mélange, dans cet exemple-là, il est même supérieur au rendement de l'espèce 3. Donc, c'est pas juste une question d'une espèce qui prend plus de place que les autres. Il y a d'autres mécanismes sous-jacents qui font que les mélanges performent mieux, puis on va les expliquer plus en détail. Il y a une expérience internationale qui a été faite à 30 sites dans le monde, puis il y avait un site au Québec parce que M. Gilles Bélanger, le Dr. Gilles Bélanger participait à cette expérience internationale. Puis dans cette expérience-là, on comparait 4 espèces en peuplement pur et le mélange des 4 espèces. Puis l'expérience a montré qu'à 97% des sites, le rendement du mélange dépassait la moyenne du rendement des espèces pures. Puis le rendement du mélange était supérieur de 32% au rendement moyen des espèces pures. Puis à 60% des sites, donc quand même la majorité des sites, le rendement du mélange dépassait même le rendement de la meilleure des 4 espèces. Donc, c'est pour vous montrer un peu que concrètement, quand on fait ce genre d'expérience-là, n'importe où dans le monde, on obtient des résultats assez similaires. Maintenant, avec des essais qui ont été faits au Québec, donc plus près de nous, à 3 sites, à Normandin au Lac-Saint-Jean, à Saint-Augustin-de-Desmaures près de Québec et à Sainte-Anne-de-Bellevue, plus à Montérégie, on peut voir que si on compare le rendement de la luzerne pure, qui est la bande en bleu, et le rendement de la luzerne mélangée avec 1 ou 2 graminées, on obtient à chaque site, puis ça, les rendements qui sont présentés, c'est la moyenne de 4 années de production après le semis. Donc, on obtient toujours un rendement plus élevé pour le mélange de luzerne et graminées plutôt que la luzerne pure. Quand on prend les résultats de plusieurs études ensemble, on peut dire qu'en moyenne, le rendement du mélange luzerne avec 1 ou 2 graminées est 8 à 20% plus élevé que le rendement de la luzerne seule. Bon, qu'est-ce qui peut expliquer les rendements supérieurs des mélanges? Mais il y a 3 principaux mécanismes qui expliquent ça. Il y a d'abord la complémentarité entre les espèces qui va permettre d'utiliser les ressources plus efficacement. Je vais ensuite vous décrire chaque mécanisme de façon plus précise. Donc, la complémentarité, c'en est un. Ensuite, il y a un effet, ce qu'on appelle l'effet de facilitation. Ça, c'est quand on a vraiment une espèce qui procure un avantage aux autres. Puis, on a l'effet de sélection. Ça, c'est quand on a plusieurs espèces, puis que les espèces les mieux adaptées à des conditions données ou des perturbations vont prédominer. Puis, il y en a comme un 4e mécanisme, mais il découle beaucoup de la complémentarité entre les espèces, là, mais c'est le fait qu'en mélange, on a moins de mauvaises herbes. Puis ça, je vais y revenir aussi. Donc, c'est les 4 points que je vais aborder dans la section sur la productivité. Quand on parle de complémentarité entre les espèces, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que si on mélange ensemble des espèces qui ont des caractéristiques ou des traits différents,
pour utiliser les ressources, ben, on va avoir un système qui est beaucoup plus efficace. Donc, les plantes ne se feront pas compétition, elles vont vraiment se compléter dans l'utilisation des ressources. Elles peuvent se compléter à plusieurs égards. Par exemple, si on mélange des légumineuses avec des graminées, ben, elles vont être complémentaires dans l'utilisation, en fait, dans l'origine de l'azote qu'elles vont utiliser. Donc, les légumineuses vont fixer l'azote, donc c'est l'azote de l'air, en fait, qu'elles vont utiliser, alors que les graminées vont utiliser principalement l'azote qui est dans la solution du sol. Donc, il n'y aura pas de compétition pour la ressource azotée dans ce cas-ci. Ça va être complémentaire, puis globalement, notre système va être plus efficace en termes d'utilisation d'azote. Ensuite, les plantes peuvent être complémentaires par rapport à leur utilisation de l'espace. Donc, si on regarde sous le sol au niveau des racines, on a des plantes qui s'enracinent plus profondément que d'autres, qui vont donc aller chercher les ressources, l'eau, les éléments nutritifs à une profondeur différente. Puis, ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas une grosse compétition avec les espèces qui s'enracinent plus en surface parce que chaque plante va aller chercher ses ressources à des profondeurs différentes. En plus, le fait que les systèmes racinaires soient plastiques, donc il y a de la plasticité, ça veut dire qu'ils sont capables d'adapter leur croissance aux conditions de l'environnement. Et ça va faire en sorte que les plantes qui ont la capacité de s'enraciner plus profondément, lorsqu'on les mélange avec des plantes qui ont des racines superficielles, bien, celles aux racines profondes vont s'enraciner encore plus profondément, justement pour limiter la compétition puis mieux se compléter. On voit aussi cette complémentarité-là dans l'espace au niveau aérien, avec des plantes qui ont des pores différents, des plantes plus dressées, des plantes plus rampantes, ce qui fait en sorte qu'on va mieux utiliser la lumière, par exemple. Puis finalement, les plantes peuvent être complémentaires dans le temps, toujours pour l'utilisation des ressources. Mais par exemple, si on prend un mélange fléole, des prés et luzerne, mais au printemps, quand c'est encore frais, la fléole, elle va démarrer rapidement, elle va utiliser beaucoup de ressources à ce moment-là, alors que dans l'été, quand il va faire chaud, la croissance de la fléole va être vraiment ralentie, puis ça va être plutôt la luzerne à ce moment-là qui va utiliser les ressources. Donc finalement, en bout de ligne, on va avoir mieux utilisé les ressources en ayant deux plantes qu'en ayant une seule espèce. La complémentarité est généralement accrue quand on mélange des plantes qui sont très différentes, puis on va dire que c'est des plantes qui viennent de groupes fonctionnels différents. Un groupe fonctionnel, on peut voir un peu comme une famille de plantes, là, mais en fait, ça réunit toutes les espèces qui partagent des caractéristiques semblables associées à des fonctions précises. Par exemple, les légumineuses, mais c'est toutes des espèces qui fixent l'azote, donc on les réunit dans un groupe fonctionnel parce qu'elles ont des caractéristiques communes. Les principaux groupes fonctionnels qu'on utilise dans nos peuplements fourragers au Québec, ce sont les légumineuses et les graminées. Donc, les légumineuses, on l'a dit, ce sont les plantes qui fixent l'azote. Les graminées, leurs caractéristiques communes, ça va être en général une bonne utilisation des ressources, une bonne efficacité d'utilisation de l'azote, entre autres, des systèmes racinaires fasciculés, pardon. Il y a aussi un autre groupe fonctionnel qui fait l'objet de beaucoup de recherches puis qui montre des résultats vraiment prometteurs. C'est des plantes qu'on réunit sous le groupe qu'on appelle les forbes. Des fois, on dit les herbes. En fait, ce sont des dicotylédones, donc des plantes à feuilles larges, mais qui ne sont pas des légumineuses, qui ne fixent pas l'azote. Deux exemples là, qui ont été étudiés au Québec, c'est le plantain lancéolé et la chicorée. Puis ces plantes-là, ben, elles ont des caractéristiques un peu différentes, des systèmes racinaires différents, à la fois des légumineuses et des graminées, les feuilles, le feuillage aussi. Donc, elles vont pouvoir remplir des fonctions un peu différentes. Puis souvent, elles vont utiliser la niche qui serait occupée normalement par les mauvaises herbes. Donc, ça va permettre de diminuer la présence de mauvaises herbes dans les peuplements. Ce qu'il faut savoir, c'est que la complémentarité entre les espèces, elle s'accentue au fil des années à mesure que les systèmes racinaires des plantes pérennes se développent. Donc, l'année d'établissement, on a peu d'avantages liés à la complémentarité, il y en a, mais dans les années de production, puis surtout à partir de la deuxième, troisième année de production, là, on a vraiment des complémentarités très, très bien développées entre les espèces. Il y a une étude qui a voulu justement savoir, là, vraiment mesurer les avantages de cette complémentarité-là. Donc, ils ont mélangé 4 espèces de plantes. Si vous regardez les 2 espèces qui sont en haut, le régras vivace et la chicorée, c'est 2 plantes qui ne fixent pas l'azote.
alors que les deux espèces en bas, c'est deux plantes qui fixent l'azote, le trèfle blanc et le trèfle rouge. Donc ça, c'est une première chose qui était complémentaire, donc des espèces qui fixent l'azote et d'autres ne fixent pas l'azote. Si on regarde à la verticale, les deux espèces qui sont à gauche sur l'image ont des systèmes racinaires plutôt superficiels, donc dans la couche de surface du sol, alors que les deux plantes qui sont à droite ont des systèmes racinaires un peu plus profonds, assez profonds dans le cas de la chicorée, puis moyennement profonds dans le cas du trèfle rouge. Donc, on a ici une autre complémentarité entre les espèces à gauche et à droite, c'est qu'il y en a qui ont des racines plus superficielles et d'autres plus en profondeur. Les recherches ont montré que quand on mélange, bien sûr, des plantes qui fixent l'azote et des plantes qui ne fixent pas l'azote, on a un gain en rendement là, qui est très, très évident. Mais quand on mesure deux plantes qui fixent l'azote, par exemple, quand on mélange, pardon, deux plantes qui fixent l'azote, comme le trèfle blanc et le trèfle rouge, bien, on pourrait penser que comme ces deux légumineuses, on n'aura pas un gros gain en rendement. Mais en fait, on a un aussi gros gain en rendement que celui qu'on mesurait entre les légumineuses et les graminées. Parce que justement, ils ont des systèmes racinaires différents, donc ils vont chercher les ressources à des profondeurs différentes, ce qui permet de mieux performer globalement quand on mélange ces plantes-là. Puis finalement, si on mélange deux plantes qui sont complémentaires pour les deux caractéristiques, c'est-à-dire si je prends le riz gras vivace qui ne fixe pas l'azote et qui a des racines en surface, puis que je le mélange avec le trèfle rouge qui fixe l'azote et qui a des racines un peu plus profondes, mais j'ai un gain en rendement qui est encore plus grand que les autres combinaisons que j'ai montrées avant. Puis même chose si je fais la combinaison inverse. Donc, ce que ça nous montre, c'est que on a un effet plus grand sur le rendement quand on a des espèces qui sont complémentaires pour plus d'un trait ou plus d'une caractéristique. Deuxième mécanisme qui explique la performance des mélanges, on l'appelle l'effet de facilitation ou interaction bénéfique. C'est quand on a une espèce qui procure activement un avantage aux autres espèces en mélange. Tantôt, on avait déjà vu que les légumineuses et les graminées étaient complémentaires dans leur utilisation de l'azote parce qu'ils n'utilisaient pas la même source d'azote. Mais ici, on peut voir que, en plus d'être complémentaire, la légumineuse transfère de l'azote à la graminée. Donc, il y a ici une interaction bénéfique là, de façon active. Donc, les légumineuses transfèrent de l'azote aux graminées de plusieurs façons. À mesure que les racines et les nodules que sur les racines se décomposent, puis on a vu que ça se renouvelle, hein, les racines des plantes pérennes, donc il y en a des racines qui se décomposent à chaque année, mais ça rend l'azote disponible pour les graminées. Ensuite, les exsudats racinaires, qui sont produits par les racines de légumineuses en croissance, sont très riches en azote. Puis cet azote-là, ben, à mesure qu'il sort de la racine de légumineuse, il peut être utilisé par les racines de graminées qui sont à proximité. Donc, l'azote est vraiment livré au bon endroit, à proximité des racines, de façon continue dans la saison de croissance. Et finalement, les ifs de champignons mycorhiziens, donc les mycorhizes, vont contribuer aussi à transférer l'azote des légumineuses aux graminées parce que ces grands ifs-là peuvent à la fois être fixés dans une racine de légumineuse et une racine de graminée. Un élément intéressant à noter, c'est que lorsqu'on a des mélanges de légumineuses et graminées, puis qu'on apporte des fertilisants azotés, minéraux ou organiques, ben à ce moment-là, ce transfert-là d'azote va être beaucoup réduit. Donc, on n'utilise pas ce mécanisme naturel-là à son maximum lorsqu'on apporte des fertilisants sur une prairie qui contient déjà des légumineuses. Un autre exemple de facilitation ou d'interaction bénéfique, c'est la remontée de l'eau dans le profil de sol. Alors, les plantes, durant la journée, en fait, vont transpirer puis vont absorber de l'eau par leurs racines. Puis les plantes qui ont des racines profondes, mais même quand c'est sec à la surface du sol, elles vont être capables d'aller chercher l'eau en profondeur. Donc, elles vont quand même, elles ne manqueront pas d'eau là jusqu'à un certain niveau de sécheresse, bien sûr. Mais la nuit, pendant que la plante ne transpire plus en général ou beaucoup moins, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un peu un surplus d'eau dans les racines, puis l'eau absorbée va être exsudée, donc va ressortir des racines au niveau de la surface du sol. Puis cette eau-là va pouvoir bénéficier aux autres espèces qui ont des racines plus superficielles. Donc c'est un mécanisme qui a lieu la nuit quand la transpiration des plantes diminue. L'eau puisée par les racines profondes est libérée par les racines en surface au bénéfice des autres plantes.
Ça a été bien démontré là, et mesuré chez des espèces qu'on utilise couramment, comme la fétuque élevée, le brominerme, la luzerne et la chicorée uniforme, là, que j'ai donné en exemple tantôt. Donc, ces plantes-là vraiment remontent de l'eau dans le système à partir des couches plus profondes. Puis, on peut parler là, en fait, de système d'irrigation naturel, hein. C'est quand même des bonnes quantités d'eau qui sont remontées de cette manière-là lorsqu'on mélange des plantes aux racines profondes avec des plantes aux racines superficielles. Dernier exemple que je donne, c'est par rapport à la facilitation, là, c'est que lorsqu'on mélange des graminées et des légumineuses, le système racinaire des graminées, qui est fasciculé puis qui couvre vraiment bien tout le sol, il va vraiment améliorer la structure du sol et par conséquent, il va améliorer l'infiltration de l'eau. Ça va limiter la formation de couches de glace à la surface du sol, qui est mortelle pour les légumineuses. Donc, il y a déjà des études qui ont montré qu'on a une meilleure survie à l'hiver des légumineuses quand elles sont en mélange avec des graminées. Ça m'amène maintenant au dernier effet pour expliquer la productivité des mélanges, qu'on appelle l'effet de sélection ou l'effet portfolio. Donc, dans le petit schéma qui est à gauche, là, vous pouvez voir la case en haut à gauche, c'est le mélange initial où on a mélangé 4 espèces de plantes dans ce cas-ci. Puis ensuite, on peut s'imaginer que les plantes subissent un stress qui est le stress A en haut à droite. Mais là, on peut voir qu'il y a certaines espèces qui sont beaucoup moins représentées après le stress A, ce stress-là, ça aurait pu être un gel hivernal, par exemple. Mais il y a d'autres espèces qui, elles, ont bien survécu puis qui vont prendre la place, finalement, qui vont bien pousser. Si, par contre, le peuplement subit un stress différent, stress B, qui pourrait être une sécheresse, par exemple, mais là, c'est d'autres espèces du mélange qui vont mieux survivre. Finalement, si c'était le stress C plutôt qui se présentait, comme par exemple une invasion d'un insecte donné, ben, c'est d'autres espèces qui survivraient très bien. Donc, finalement, l'effet de sélection, c'est quand on mélange plusieurs espèces ensemble, on augmente nos chances qu'il y ait des espèces qui survivent au stress qu'on va rencontrer, finalement, aux perturbations qu'on va rencontrer. Puis, on appelle ça parfois l'effet assurance, finalement. Puis, la recherche qu'elle montre, c'est qu'à partir de 4 espèces en mélange, bien, on a cet effet assurance, là, c'est-à-dire qu'on a des bonnes chances que peu importe les stress qui arrivent, mais on a des espèces qui soient adaptées. Puis cet effet-là de sélection, il se retrouve aussi à l'échelle d'un champ, parce qu'un champ, c'est jamais complètement uniforme. Donc, si vous mélangez 4 espèces ou plus ensemble, ou même, en fait, à partir du moment où vous mélangez des espèces ensemble, s'il y a certaines zones du champ qui sont moins favorables à certaines espèces, bien, les autres vont pouvoir mieux se développer. Donc, finalement, vous augmentez vos chances d'avoir un rendement partout à l'échelle du champ, malgré les conditions variables. Un dernier petit aspect dont je voulais parler dans la productivité, c'est la répression des mauvaises herbes. En fait, il découle directement du mécanisme de complémentarité entre les espèces. Comme les espèces complémentaires entre elles vont utiliser plus efficacement les ressources, mais ça va laisser moins de ressources pour les mauvaises herbes. Ça a été vraiment bien démontré. Je reprends l'expérience internationale dont j'ai parlé tantôt avec 30 sites dans le monde, dont un site au Québec. En bas, les chiffres 1, 2, 3, c'est le nombre d'années après le semis. Puis, la portion de gauche du graphique, c'est lorsqu'on prend des espèces en peuplement pur, qu'on appelle donc ici les monocultures. Puis, la partie de droite, c'est lorsqu'on mélange les 4 espèces ensemble. Puis, ce qui est en fait la longueur de chaque bande, ce qu'elle illustre, c'est la proportion, le pourcentage de mauvaises herbes dans le mélange fourrager. Donc, on peut voir qu'avec les monocultures, on a une proportion de mauvaises herbes qui est vraiment plus élevée qu'avec les mélanges. Puis la proportion de mauvaises herbes, elle augmente d'année en année suite à l'établissement. Maintenant, je prends une expérience faite au Québec à 3 sites, comme on avait vu tantôt, Saint-Augustin, Normandin et Sainte-Anne-de-Bellevue, où on comparait la luzerne pure qui est à gauche avec les mélanges de luzerne avec une ou deux graminées, qui est la portion de droite. Puis, on a fait ça pendant 4 années après le semis. Puis, on peut voir qu'il y avait effectivement beaucoup plus de mauvaises herbes dans la luzerne pure. Donc, ça variait entre 14 et 22-23 %. Alors que pour les mélanges, pendant les 3 premières années, là, on avait 4, 5, 8 % de mauvaises herbes seulement. C'est juste à la 4e année que la proportion de mauvaises herbes augmentait, mais était toujours inférieure à la proportion de mauvaises herbes trouvée pour la luzerne pure. Donc, c'est vraiment puissant les mélanges d'espèces pour diminuer les mauvaises herbes dans les plantes pérennes.
Un petit mot sur la compétition. C'est souvent la peur que les gens ont quand on parle de mélange d'espèces. En fait, il faut savoir que les mécanismes de collaboration, comme ceux qu'on vient d'expliquer, sont beaucoup plus puissants que la compétition. Par collaboration, ça comprend en fait la complémentarité entre les espèces, puis tous les mécanismes de facilitation là, quand on a des espèces qui bénéficient aux autres. Puis ça permet, ces mécanismes-là, ça permet une adaptation au changement de l'environnement. Donc, c'est vraiment puissant, puis ça va améliorer la productivité, puis aussi la résilience, on va le voir tantôt. Puis la sélection naturelle favorise beaucoup la collaboration entre espèces. Du côté de la compétition, mais c'est vrai qu'elle existe. Il y a certaines espèces qui sont plus compétitives que d'autres, mais il y a des possibilités pour gérer cette compétition-là. Par exemple, dans le choix des espèces, c'est sûr qu'à l'établissement d'une prairie, on peut essayer d'éviter d'associer une espèce très, très compétitive avec des espèces très peu compétitives. Mais encore mieux, on peut modifier les doses de semis, c'est-à-dire qu'on peut réduire la dose de semis des espèces les plus compétitives pour qu'elles soient moins présentes, du moins au début du peuplement. Donc, il y a des manières de gérer la compétition, puis il y a vraiment plus d'avantages au niveau de la collaboration avec les espèces que de désavantages au niveau de la compétition lorsqu'on fait des mélanges. À ce sujet-là, je vous invite à visionner la capsule qui s'appelle Comment choisir son mélange fourrager en contexte de changement climatique, qui fait partie là, du même ensemble de présentation de la formation sur l'adaptation au changement climatique et la réduction des GES en production fourragère. On arrive à la deuxième partie de la présentation où on va parler de l'atténuation des changements climatiques. Alors, la première chose à savoir, c'est que le premier mélange qui est le plus efficace, en fait, pour atténuer les changements climatiques, c'est de mélanger des légumineuses aux graminées. Lorsqu'on ajoute des légumineuses pérennes en mélange avec des graminées, ça nous permet d'éviter beaucoup d'émissions de CO2 qui sont liées à la fabrication et au transport d'engrais. Donc, en ajoutant une légumineuse, forcément, on a besoin de moins fertiliser, puis même peut-être de ne pas fertiliser du tout. Donc, ça fait beaucoup moins d'engrais qu'on a besoin d'acheter et qui est produit. Puis la fabrication d'engrais de synthèse, ça génère énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, juste le fait d'en utiliser moins, c'est vraiment un gros gain au niveau de l'atténuation des changements climatiques. En plus, les prairies vont léguer beaucoup d'azote à la culture suivante en rotation. En fait, elles vont laisser énormément d'azote dans le sol, mais on estime qu'il y en a jusqu'à 150 kg d'azote par hectare qui va être utilisable par la culture suivante. Donc, ça va permettre de moins fertiliser la culture suivante. Puis en fait, c'est vraiment une pratique recommandée de moins fertiliser, de réduire la dose de fertilisant azoté de la culture qui suit une prairie pour pouvoir bénéficier justement de cette baisse d'utilisation d'engrais puis avoir moins de GES qui sont générés. Ensuite, il y a les émissions de protoxyde d'azote, le N2O, qui viennent du sol. Le N2O, c'est un gaz à effet de serre qui est vraiment puissant, environ 300 fois plus puissant que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment important de trouver des mesures pour réduire les émissions de N2O. Puis, ce que les recherches nous montrent, ici, j'ai illustré par les émissions de N2O par la grosseur du cercle. Donc, si on prend des graminées pures qui sont fertilisées, là, peu importe que ce soit l'azote minéral ou organique, ben, c'est les graminées pures qui, en général, vont émettre le plus de protoxyde d'azote au niveau du sol, parce on doit leur appliquer beaucoup de fertilisants, puis un peuplement pur, c'est toujours moins efficace à utiliser les fertilisants qu'un mélange. Ensuite, en deuxième position, il y a les légumineuses pures. Si vous regardez le rond à droite, ça va émettre moins de N2O que les graminées pures, mais quand même, ça va en émettre pas mal parce que les légumineuses, ben, ça fixe l'azote. Puis, s'il n'y a pas de graminées, pour utiliser l'azote à mesure qui est libéré, par exemple, par les exudes racinaires, les racines qui se décomposent, tout ça, mais ça fait de l'azote qui est libre puis qui est à risque d'être perdu, soit par lessivage ou par émission de N2O. Puis finalement, au centre, vous avez le plus petit rond, donc qui va émettre le moins d'émissions de N2O, c'est le mélange légumineuse-graminée. Parce que là, on a vraiment la combinaison idéale où on a des légumineuses qui vont fixer l'azote, mais l'azote qui est libéré par les racines va pouvoir être capté à mesure par les graminées qui sont très efficaces à utiliser l'azote. Donc, on va avoir moins de pertes au niveau du lessivage, mais aussi moins de pertes gazeuses au niveau du N2O, donc beaucoup moins de gaz à effet de serre. Il y a
Il y a des études qui ont montré que quand on augmente le nombre d'espèces, en fait, on diminue beaucoup l'azote qui est libre dans le sol. Par exemple, ici, c'est les nitrates du sol qui sont mesurés, puis on voit qu'en augmentant le nombre d'espèces, là, surtout au début, là, quand on passe par exemple de 0 à 4 ou 5 espèces, on a vraiment une grosse diminution des nitrates libres dans le sol, donc de l'azote disponible dans le sol. Ensuite, ça diminue beaucoup plus graduellement. Donc, le gain, là, c'est vraiment au début, là, jusqu'à, euh, disons, entre 5, 7, 8 espèces, là, on a une grosse diminution de l'azote disponible. Donc, la complémentarité entre les espèces, ça mène à une meilleure utilisation de l'azote. Ça fait donc moins de pertes d'azote là, lorsqu'on mélange des espèces ensemble. Moins de pertes sous forme de lessivage et moins de pertes sous forme d'émissions de N2O. Donc, on contribue à l'atténuation des changements climatiques de cette manière-là. Maintenant, si on parle du carbone séquestré dans les sols, il y a plusieurs recherches qui ont montré qu'en ajoutant des légumineuses aux graminées, on augmente la quantité de carbone qui peut être séquestré dans le sol parce que ça équilibre mieux le ratio entre le carbone et l'azote dans le sol. Ça le rend plus favorable à l'accumulation de matière organique. Il y a aussi des études qui ont montré que quand on augmente le nombre d'espèces en mélange, on augmente la biomasse racinaire, puis du mélange, là, puis que ça fait donc un apport de carbone plus grand. Mais ça, je dois dire que le gain que vous voyez ici dans l'image, il est surtout vrai pour des sols plus dégradés, c'est-à-dire qui partent avec des niveaux de carbone plus bas. Mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'en sol dégradé, on est très avantagé à mettre des mélanges d'espèces. Si vous avez un sol qui est déjà en bonne santé, qui a déjà un bon niveau de carbone, c'est sûr qu'on n'aura pas un gain aussi grand à mélanger des espèces. Mais par contre, ce que nos recherches montrent, c'est que certaines espèces précisent que lorsqu'elles sont ajoutées en mélange, elles vont avoir un effet positif sur la biomasse racinaire et sur l'apport de carbone dans le sol. Entre autres, c'est démontré pour la fétuque élevée, le brome des prés et le dactyle. Puis, je vous présente ici les résultats d'une étude qu'on a faite pendant 5 ans à Québec, où on a comparé la luzerne pure. Donc, la première bande verte à gauche, c'est la luzerne pure. Puis, les 4 autres bandes, c'est des mélanges de luzerne avec 1, 2 ou 3 graminées. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est pas nécessairement le nombre de graminées qu'on mettait qui changeait la quantité de racines à l'hectare, donc la biomasse racinaire, mais c'était vraiment plutôt la présence de la fétuque élevée. Donc, la fétuque élevée, c'est une espèce de graminée qui a vraiment un gros système racinaire, un système racinaire abondant. Ça nous permettait là, de presque doubler la biomasse racinaire par rapport au mélange luzerne-fléole ou à la luzerne pure. Donc, je pense que dans les conditions où on a un sol qui est déjà en bonne santé, ben, c'est certaines espèces spécifiques vont nous permettre d'augmenter la biomasse racinaire. Puis ça a un potentiel d'augmenter le carbone du sol. Du moins, on sait que ça apporte du carbone. Ensuite, il y a plusieurs facteurs là, qui peuvent faire en sorte que ce carbone-là va rester ou pas. Mais déjà, c'est bien d'apporter plus de carbone au sol. Donc, pour entendre parler davantage de stock de carbone dans le sol puis de santé des sols, je vous invite à voir la présentation qui s'intitule Le rôle des plantes fourragères pérennes sur les stocks de carbone et la santé des sols dans le cadre des mêmes formations. Troisième partie de la présentation, on va parler de la résilience face au changement climatique. À travers le monde, il y a des prairies, des pâturages partout. Ils représentent environ 40% des surfaces là, cultivables à l'échelle de la planète. Puis ces plantes-là s'adaptent à des conditions environnementales variées et souvent extrêmes dans presque toutes les régions du monde. Donc, c'est certain qu'on est capable d'avoir de la résilience avec des plantes pérennes. La résilience des prairies et pâturages, on la définit comme la capacité d'un peuplement fourrager à se remettre de perturbations multiples et à reprendre sa croissance à un niveau qui est comparable à la croissance qu'on avait avant la ou les perturbations. Donc ici, je l'ai illustré. C'est comme si on avait un peuplement fourrager qui est en croissance avant le stress, donc pré-stress. Là, on a une période de stress. Là, c'est sûr que pendant le stress, la croissance peut s'arrêter. On va en reparler à la diapositive suivante. Mais après le stress, si la croissance reprend, on peut dire que notre système est résilient. Puis, une des meilleures manières de mesurer la résilience, c'est de mesurer la stabilité du rendement dans le temps. Donc, un peuplement qui est résilient va avoir un rendement qui est assez stable, peu importe les perturbations qui sont rencontrées. Les plantes utilisent principalement 2 stratégies pour s'adapter à un stress.
Puis ça va varier un peu selon l'intensité du stress, là, puis selon les espèces. Mais en gros, les plantes peuvent faire preuve de résistance. Donc, les plantes qui sont résistantes vont être capables de continuer à croître malgré un stress comme une sécheresse, une infestation d'insectes, tout ça. Bon, ça, c'est la résistance. Donc, elles ne perdront pas leur fonction. Elles vont être capables de résister au changement. Un exemple de ça, par exemple, c'est la luzerne lorsqu'on a une sécheresse modérée. Mais la luzerne, elle va être capable de continuer à croître, entre autres parce qu'elle a une racine pivotante profonde, donc elle va être capable d'aller chercher ses ressources en eau plus en profondeur dans le sol. Un autre mécanisme, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de survie. Ça peut comprendre l'entrée en dormance, ou des fois on appelle aussi la tolérance. En fait, ça, c'est des plantes qui ne seront pas capables de maintenir leur croissance dans le stress, mais ils vont réduire leur croissance ou même l'arrêter. Donc, c'est ce qu'on appelle la dormance pendant le stress, puis ils vont reprendre leur croissance une fois le stress passé. Un exemple de ça, c'est la fléole des prés. Lorsqu'on subit des épisodes de sécheresse durant l'été, la croissance va ralentir puis va même parfois s'arrêter. Mais lorsque les conditions favorables vont être réunies à nouveau, la croissance va reprendre. La plante n'est pas morte, mais elle arrête sa croissance pour survivre. Ça va varier selon les espèces, mais aussi selon les cultivars de chaque espèce. Donc, associer des espèces ou des cultivars qui ont différentes stratégies d'adaptation au stress, ça va améliorer la résilience. Puis ça va stabiliser la production fourragère. Par exemple, pendant qu'on a un stress, il y a des espèces qui vont tomber en dormance, puis on en a d'autres qui sont résistantes à ce stress-là, puis qui vont continuer à croître, donc qui vont continuer de produire. Après le stress, là, les espèces qui étaient plus en dormance ou en tolérance, elles vont reprendre leur croissance. Donc, globalement, on va avoir un rendement plus stable si on a mélangé des plantes qui avaient différentes stratégies d'adaptation. Donc, en gros, les mélanges multi-espèces y offrent un rendement plus stable que les espèces pures et même que les mélanges binaires. Puis ici, on a une expérience qui l'a bien démontré, qui a été reproduite à 2 sites dans le monde, en Irlande puis en Suisse. Puis on comparait les monocultures, donc une seule espèce. Au bas du graphique, vous avez le nombre d'espèces. Donc, une espèce, 2 espèces ou 4 espèces. Fait qu'on avait des monocultures, des mélanges binaires, donc 2 espèces, et des mélanges multi-espèces à 4 espèces. Puis, le point nous illustre le rendement qu'on obtenait. Puis, la longueur de la ligne verticale, ça, c'est la variabilité. Si la ligne est longue, ça veut dire que le rendement variait beaucoup d'une coupe à l'autre. Si la ligne est courte, ça veut dire que le rendement était plus stable. Donc, cette étude-là qui a été faite pour 2 années de production à 2 sites nous montre d'abord que le rendement des mélanges multi-espèces était supérieur au rendement des mélanges binaires et supérieur au rendement des monocultures. Ensuite, les mélanges multi-espèces avaient moins de variations d'une coupe à l'autre pendant les 2 années de l'étude, donc un rendement plus stable. Mais ce qui est fascinant dans cette étude-là, c'est qu'ils ont utilisé des abris pour empêcher la pluie de tomber dans les parcelles et donc pouvoir simuler des sécheresses extrêmes. Ils ont simulé comme ça des sécheresses de 9 semaines pendant 2 années de suite. Puis là, ici, on voit les résultats du rendement, le rendement moyen, là, pendant toutes les coupes qu'il y a eu pendant 2 années. Puis ce qui est intéressant, premièrement, c'est de voir que malgré que le rendement de tous les mélanges des monocultures a baissé en situation de stress, comparé aux témoins, on peut voir que les rendements sont plus bas, mais le mélange multi-espèces avait quand même un rendement plus élevé que les monocultures. Ensuite, son rendement était toujours plus stable, donc malgré les épisodes de sécheresse, son rendement est moins varié dans le temps que les monocultures. Puis, moi, ce qui me fascine encore plus, c'est que finalement, le rendement du mélange multi-espèces qui a subi 2 sécheresses extrêmes était toujours supérieur à celui des monocultures qui n'avaient pas subi aucune sécheresse pendant les 2 ans. Donc ça, c'est vraiment une belle illustration de la résilience des mélanges fourragers, des mélanges multi-espèces en particulier. Pour vous illustrer un peu dans nos conditions, là, même si la même étude n'a pas été reproduite au Québec, on a quand même mesuré la stabilité du rendement d'une année à l'autre pendant 4 années de production entre la luzerne pure, qui est les bandes bleues, comme tantôt, puis les mélanges luzerne avec 1 ou 2 graminées, qui sont les bandes roses. Puis, le pourcentage qui apparaît au-dessus de chaque bande, c'est la variation du rendement entre les années pendant 4 années de production. Ce qu'on peut observer, c'est que pour les mélanges de luzerne graminées, on avait toujours
moins de variations dans le rendement d'une année à l'autre que pour la luzerne pure. Donc ça, c'est un indicateur que les mélanges luzerne et graminées sont plus résilients que la luzerne pure. Donc les mélanges de luzerne et graminées, on l'avait vu tantôt, ils offrent un rendement plus élevé, mais aussi plus stable que la luzerne pure. Quand on parle du nombre d'espèces, c'est important quand même de comparer ce qu'on voit dans la nature avec les prairies naturelles ou semi-naturelles qui existent depuis vraiment longtemps, puis qui sont pas où l'homme n'intervient pas tellement, puis qu'on compare ça aux prairies cultivées puis au pâturage que nous on utilise en général au Québec, puis qui sont dans lesquels on intervient. En prairies naturelles et semi-naturelles, on peut voir que quand on augmente le nombre d'espèces en mélange, là, on augmente le rendement. Puis quand on passe d'environ 5 jusqu'à environ 10 espèces, là, on a un gros gain de rendement. Ensuite, si on augmente jusqu'à 15 espèces, là, le gain de rendement est encore important, mais il est moindre. Si on augmente jusqu'à 20, là, il n'y a plus un gros gain. Puis plus que 20, il n'y a presque plus de gain. À un moment donné, on atteint ce qu'on appelle le point de saturation, c'est-à-dire que même si on rajoute des espèces au-delà de 20 espèces, on n'aura plus de gain là, en rendement. Quand on est avec des systèmes plus intensifs, ce qui représente pas mal ce qu'on a au Québec, cet effet de saturation-là, on le retrouve, mais il arrive beaucoup plus tôt. En fait, à partir de 2, 3 espèces, on arrive pas mal à ce point de saturation-là. Ça peut dépendre, là, des fois ça peut être 4 ou 5, mais en général, à rendu à 3 espèces, même si on ajoute des espèces de plus, en conditions favorables, on n'aura pas nécessairement plus de rendement en rajoutant d'autres espèces. Il y a quelques raisons qui expliquent ça. D'abord, on a un choix quand même plus limité d'espèces parce que les espèces qu'on a choisies, c'est des espèces qui rencontrent les critères qu'on a besoin pour leur valeur nutritive, l'adaptation à nos conditions. Fait que finalement, comparé à tout le choix d'espèces qu'il y a dans la nature, notre choix est plus restreint. Ensuite, nos espèces, comme sont sélectionnées pour des critères qui sont quand même assez semblables d'une espèce à l'autre, ils ont moins de variabilité entre leurs caractéristiques. Donc, on a moins de possibilités d'avoir des traits complémentaires. Puis finalement, quand on commence notre assemblage en mettant par exemple 2 ou 3 espèces ensemble, on va généralement commencer par les espèces qui sont les plus productives et les plus complémentaires. Par exemple, en assemblant la luzerne et la fléole des prés, on va chercher une grande complémentarité. Hein. Une qui fixe l'azote, l'autre qui ne fixe pas, une qui a des racines profondes, l'autre c'est plus en surface, une qui pousse plus l'été, l'autre qui pousse plus le printemps. Fait qu'on a déjà plein de complémentarités. Donc, c'est sûr qu'après, quand on rajoute 3, 4, 5 espèces, on ne peut plus aller chercher un gain aussi gros. Donc, notre point de saturation pour le rendement, là, il est autour de 3 espèces. Par contre, pour les autres avantages des plantes pérennes, des mélanges d'espèces qu'on va voir dans les prochaines diapositives, on a vraiment des gains à aller plus que 3 espèces. Donc ça, c'est un schéma conceptuel. Donc, c'est un schéma pour nous aider à comprendre le concept des mélanges d'espèces, puis de leur productivité, puis de leur résilience. Donc, il n'y a pas de chiffres, hein, c'est juste pour illustrer. Donc, les bandes bleues représentent le rendement des mélanges. La bande qui est complètement à gauche, vous pouvez imaginer n'importe quelle espèce pure. Donc, c'est la moyenne, en fait, des espèces pures qu'on cultive. Ensuite, la deuxième bande, c'est lorsqu'on mélange 2 espèces ensemble. Ensuite, l'autre bande, c'est 3 espèces, 4 à 6 espèces. Et la dernière bande représente 7 espèces et plus. Donc, la première observation qu'on peut faire, c'est que quand on passe d'une monoculture à un mélange binaire de 2 espèces, on a quand même un gain important de rendement là, qu'on observe la plupart du temps. Ensuite, quand on passe de 2 à 3 espèces en conditions favorables, toujours, là, on est comme dans des conditions optimales, là, de 2 à 3 espèces, les résultats varient un peu d'une étude à l'autre, mais en général, on n'a pas un gros gain de rendement. Des fois, on n'en a pas du tout. On n'a pas de diminution non plus. La troisième espèce, elle n'apporte pas nécessairement un gain en conditions optimales. Quand on est rendu à 4 à 6 espèces, là, on a même peut-être un peu moins de rendement que si on en avait mis juste 2, parce que forcément, on a rajouté d'autres espèces qui sont peut-être un peu moins productives que les 2, 3 premières qu'on a choisies. Mais on est toujours avantagé par rapport aux monocultures quand on fait la moyenne du rendement là, de plusieurs années pour plusieurs mélanges. Puis finalement, les mélanges de 7 espèces et plus, il n'y a pas nécessairement un gain évident au niveau du rendement lors des bonnes années climatiques. Le triangle que vous voyez en haut, qui est en gris, c'est la variabilité durant la saison de croissance entre les couples, mais aussi d'une année à l'autre.
Puis on peut voir que moins on a d'espèces, donc quand on est à gauche dans le schéma, on a une grande variabilité dans le temps entre les couples ou d'une année à l'autre. Puis, à mesure qu'on ajoute des espèces, on a moins de variabilité. Donc là, les bandes bleues, c'est le rendement de ces mélanges-là quand tout va bien. Maintenant, on va regarder leur rendement en conditions où on a des perturbations multiples. Ça, c'est les conditions qu'on risque de retrouver de plus en plus souvent avec les changements climatiques. Alors là, si on regarde la colonne de gauche, donc les monocultures, les espèces pures, là, on peut voir que si jamais ça va pas bien et qu'il y a plein de perturbations, un gel hivernal, des sécheresses, des insectes, ben là, avec des monocultures, c'est pas rare qu'on va pouvoir perdre là, la moitié du rendement. Si on avait deux espèces mélangées, on va avoir une perte aussi parce que sûrement une des deux espèces qui va être très affectée, l'autre peut-être moins. Mais on va perdre du rendement, mais quand même moins que si on avait mis une espèce pure. Trois espèces, on perd encore moins de rendement en conditions de perturbation. 4 à 6 espèces, là, on perd vraiment moins. Puis 7 espèces et plus, on perd presque pas. Donc, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est ça le concept de résilience. C'est que plus on augmente le nombre d'espèces, plus le risque de perdre du rendement en rencontrant des perturbations va diminuer. Donc, si on regarde ça globalement, à partir de 3 espèces et plus, ça c'est vraiment un schéma qui est fait à partir de plein de recherches qui ont été faites. Ce qu'on observe, c'est à partir de 3 espèces et plus, on a vraiment une résilience plus élevée de notre peuplement fourrager, c'est-à-dire que notre risque diminue beaucoup. Notre production va être plus stable dans le temps, puis on va être moins vulnérable face au changement climatique. Donc ça, c'est un tableau qui apparaît dans la dernière édition du guide Plantes fourragères, publié par le CRAC en 2022. Puis, ça reprend un peu les mêmes concepts, mais avec un peu plus d'informations. Donc, à gauche, vous avez le nombre d'espèces. Donc, on part à une espèce, donc les espèces pures. Ensuite, les mélanges de 2 espèces qui, généralement, vont associer des légumineuses, la lettre L pour légumineuses et G pour graminées. Ensuite, vous avez 3 espèces, souvent encore légumineuses graminées. Puis ensuite, pour les mélanges 4 à 6 espèces, puis 7 espèces et plus, c'est majoritairement des légumineuses, des graminées. Parfois, on peut ajouter des forbes aussi. Puis en haut, la ligne du haut, ben là, on voit les différents paramètres d'intérêt quand on parle de plantes fourragères. Donc, premièrement, si on regarde le rendement, bien, on l'a vu, notre point de saturation du rendement, quand ça va bien, est autour de 2-3 espèces en mélange. Donc, c'est là qu'on va aller chercher, là, en général, le meilleur rendement. Si on rajoute plus d'espèces, ça se pourrait même que les bonnes années, on n'ait pas autant de rendement que si on en avait mis 2 ou 3 ensemble. Même chose pour la valeur nutritive. Là, avec 2 ou 3 espèces, on peut vraiment aller chercher une excellente valeur nutritive. Pour le contrôle des mauvaises herbes, là, à partir de 3 espèces, on a vraiment un gain supplémentaire par rapport à 2 espèces. Donc, le contrôle des mauvaises herbes il est très bien démontré pour les mélanges qui varient entre 3 et 6 espèces. Puis là, au niveau de la résilience, là, c'est ce qu'on vient de voir finalement, c'est que les mélanges de 3 à 3 espèces, la résilience commence à augmenter un peu, mais 4 à 6 espèces, puis 7 espèces et plus, c'est là qu'on a vraiment le plus de résilience, c'est-à-dire que quand il va arriver des stress, on ne perdra pas beaucoup de rendement. Au niveau de la biodiversité, bien, en général, plus qu'on augmente les espèces, plus on va augmenter la biodiversité dans le sol, les micro-organismes, les insectes favorables, puis même à d'autres échelles aussi. Pour la régulation du cycle de l'azote, les études montrent en général, dès qu'on a 2 espèces, on a un gain, mais quand on monte autour de 4 à 6 espèces, on peut avoir un gain encore plus important. Puis au niveau de la séquestration du carbone, bien, il y a vraiment une tendance pour dire que quand on augmente les espèces, on augmente la part de carbone. Mais déjà d'avoir un mélange légumineuses graminées, là, on vient déjà de monter dans la séquestration du carbone. Puis ça peut juste s'améliorer là, si on ajoute des espèces et qu'on choisit des espèces qui ont des systèmes racinaires abondants. Donc, quand on regarde maintenant ce portrait-là au complet, bien, les observations qu'on peut faire, c'est que si on a des objectifs vraiment de rendement, valeur nutritive, même contrôle des mauvaises herbes, puis, puis que disons qu'on s'occupe pas trop des perturbations possibles, hein, on est optimiste que ça va être des bonnes années, bien, les mélanges de 2 et 3 espèces vont donner vraiment des bons résultats. Par contre, si
on veut favoriser la résilience, c'est-à-dire qu'on est prêt à avoir peut-être un rendement un petit peu inférieur lors des bonnes années en termes de climat, mais qu'on veut augmenter notre effet assurance d'avoir quand même un rendement quand les années vont être plus difficiles au niveau des perturbations. À ce moment-là, la résilience va être favorisée là, dans les mélanges de 4 espèces et plus. On va aussi avoir en général un très bon contrôle des mauvaises herbes. On va favoriser la biodiversité qui joue aussi un rôle hein, dans la résilience. On va favoriser la régulation du cycle de l'azote, moins d'émissions de gaz à effet de serre, plus de séquestration du carbone. Donc, en gros, au niveau des mélanges, dans nos systèmes plutôt intensifs, ce qu'on peut dire, c'est que les mélanges de 3 à 6 espèces vont être assez favorables à tous les égards. Hein. Si on regarde ici les deux lignes là, des mélanges de 3 et de 4 à 6 espèces, on peut voir que presque toutes les cases sont en vert, hein, soit en vert foncé ou en vert un peu plus pâle là, qui montre 2 plus, des fois 3 plus. Donc, c'est un peu un compromis qu'on peut aller chercher en mélangeant de 3 à 6 espèces entre le rendement, la productivité, la valeur nutritive, mais aussi la résilience puis les bénéfices écosystémiques. Quelques aspects techniques pour terminer cette présentation. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des proportions des espèces en mélange, on a souvent des questions. Les gens se demandent comment agencer toutes ces espèces-là. Bien, une bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont comparé des proportions d'espèces en mélange, puis ils se sont rendus compte qu'on pouvait varier énormément les proportions entre les espèces, puis on avait les mêmes bénéfices. Donc ça, c'est un exemple de ce qui a été testé. Donc, on peut avoir 4 espèces puis les mettre en proportion égale, ou on peut avec le cercle du centre, on peut avoir 2 espèces, comme la bleue puis la jaune dans ce cas-ci, qui dominent, puis les autres qui sont moins présentes. Ou on peut même avoir une espèce qui est très dominante, puis 3 autres qui sont présentes en proportion moindre, puis on va observer les mêmes bénéfices. Au niveau des légumineuses pérennes, la recherche montre que entre 30 et 70 de légumineuses dans le peuplement, on a sensiblement les mêmes effets sur l'efficacité d'utilisation de l'azote. D'autres études au Québec montrent qu'avec seulement 20 de graminées en mélange avec le luzerne, on augmente de façon significative le rendement des parties aériennes et aussi la biomasse racinaire. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas trop se stresser par rapport à la proportion des espèces. Souvent, ben, dans un mélange fragé, on va semer, puis ensuite, les premières années, on va avoir certaines proportions, puis avec le temps, les proportions vont changer. Puis c'est normal, ça fait partie de la résilience. On va rencontrer des stress, il va y avoir certaines espèces qui vont être favorisées par ça plus que d'autres, puis le peuplement va se modifier, va s'ajuster ou se réguler, en fait. Puis c'est ça, la résilience. Au niveau des doses de semis, ce qu'on recommande vraiment, c'est d'ajuster à la baisse les doses de semis par rapport à ce qui est recommandé pour les espèces pures. Quand on mélange plusieurs espèces ensemble, c'est sûr que si on garde des taux de semis très élevés, des doses de semis très élevées pour chaque espèce, là, on va avoir peut-être un problème de compétition parce que les petits plantules n'auront pas de place à se développer s'il y a trop de graines par unité de superficie. Pour les mélanges contenant jusqu'à 3 espèces, dans le guide sur les plantes fourragères, vous avez des doses recommandées pour les mélanges jusqu'à 3 espèces. Si vous mélangez 3 espèces ou plus, on vous recommande d'utiliser une méthode de calcul très simple, c'est-à-dire de prendre la dose de semis de l'espèce si vous la semiez pure, puis de la multiplier par la proportion que vous souhaitez avoir de cette espèce-là dans le mélange. Donc, je vous donne un exemple pour que ce soit plus simple. Si je voulais avoir un mélange avec 50 de luzerne, 15 de brome des prés, 15 de brome inerme et 20 de fléole des prés, bien, par exemple, pour la luzerne, je prendrais le taux en semi-pur, qui est 14 kg à l'hectare, multiplié par 50 parce que je veux 50 de luzerne dans mon peuplement. Donc, je mettrais 7 kg à l'hectare de graines de luzerne. Pour le brome, en brome des prés, en peuplement pur, c'est 13 kg. J'en veux 15 donc 13 fois 15 ça ferait 2 kg, etc. pour les autres espèces. Cette méthode-là est simple, c'est celle qui est recommandée aussi dans l'outil canadien La Boussole fourragère, que vous pouvez retrouver à l'adresse qui est illustrée à l'écran. C'est un site où vous pouvez aller rentrer les différentes conditions que vous avez, puis ça va vous aider à choisir des espèces. Donc, ils utilisent la même méthode, sensiblement la même méthode pour déterminer les doses de semis. Et finalement, dans le nouveau guide sur les cultures de couverture qui est paru cette année, lorsqu'on mélange plusieurs espèces de cultures de couverture, c'est la même méthode qui est proposée aussi. Donc,
Les essais à la ferme, ça va être vraiment utile parce que quand on veut choisir un mélange à utiliser, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, comme les objectifs de l'entreprise, les types de sol, le climat ou microclimat, la régie de coupe que vous préconisez, la durée de vie espérée pour vos prairies ou vos pâturages, les besoins alimentaires du troupeau, les autres aliments que vous avez à votre disposition pour nourrir vos animaux, le mode de gestion des fourrages, puis les modes d'entreposage. Sur une même entreprise, en fait, on va souvent recommander d'utiliser plusieurs mélanges différents pour pouvoir justement répondre à tous ces besoins-là, puis prendre en compte toutes ces considérations. Puis, le fait d'utiliser des mélanges différents dans différents champs, ça rehausse aussi la résilience parce que ça aussi, ça contribue à atténuer les risques. Donc, on vous recommande de faire des essais à la ferme, en plus petite superficie, avec l'appui de votre agronome. Ça, c'est vraiment une des meilleures façons pour trouver ce qui va convenir à votre situation. Ça va vous permettre de tester différentes combinaisons d'espèces ou de cultivars, tester aussi différentes doses de semis, valider vos méthodes d'implantation, tester la facilité à ensiler ou à sécher les mélanges, puis tester l'appétence, là, dans le cas des animaux, au pâturage. Donc, je vous invite à consulter le guide de production plantes fourragères qui sort en 2022 pour avoir plus d'informations sur le choix des espèces puis la gestion des mélanges fourragers. Ce guide-là va aussi vous parler des méthodes de semis puis des conditions de sol qui sont cruciales pour avoir un bon établissement puis une bonne représentation des espèces là, de votre mélange. Peu importe les mélanges que vous choisirez, les analyses de valeur nutritive sont vraiment essentielles pour pouvoir ensuite ajuster la ration des ruminants. Puis, on vous conseille de mesurer la performance de vos mélanges pendant plusieurs années avant d'en tirer des conclusions parce que les années sont toutes différentes, puis le mélange va réagir différemment. Puis en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il soit résilient puis stable à long terme. Donc, c'est important de mesurer la performance sur plusieurs années. Donc, en conclusion, les mélanges d'espèces fourragères pérennes contribuent à une agriculture durable en bonifiant de nombreux services écosystémiques qui sont offerts par les prairies et pâturages. Par leur effet sur la stabilité de la production fourragère et des autres services, les mélanges d'espèces augmentent la résilience des peuplements fourragers, puis vont favoriser ainsi une meilleure adaptation au changement climatique. Les plantes pérennes cultivées en mélange diminuent aussi les émissions de protoxyde d'azote en comparaison aux espèces pures, puis ont un plus grand potentiel pour capter le carbone du sol. Ils contribuent donc à l'atténuation des changements climatiques. Les mélanges qui comprennent de 3 à 6 espèces semblent offrir le meilleur compromis entre productivité et résilience, tout en offrant de multiples bénéfices écologiques et environnementaux. Semer plusieurs mélanges d'espèces dans différents champs permet aussi d'augmenter la résilience de la ferme en atténuant les risques. Et finalement, les essais à la ferme sur de plus petites superficies sont la meilleure façon de définir les espèces et les mélanges d'espèces adaptés aux conditions de votre ferme. Alors, je vous remercie et si jamais vous avez des questions, j'ai laissé mon adresse courriel. Merci beaucoup.